Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette dernière séance du colloque de l'ADQ qui porte sur la démographie historique au Québec. On a trois présentations qui s'annoncent vraiment intéressantes de Marie-Ève Harton de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Jessica Gagnon, Sénat, Université de Montréal et Katiane Dupuis également de l'Université de Montréal. Voilà, sans plus tarder, je vous présente notre première conférencière, Marie-Ève Harton, qui nous parlera de la migration vers la Nouvelle-Angleterre. À toi, Marie-Ève. Parfait. Alors, je partage mon écran. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bon après-midi. Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter les résultats d'une étude qui porte sur le vaste mouvement d'émigration vers les États-Unis qui a caractérisé la population canadienne au 19e et au 20e siècle. Donc, partir pour la Nouvelle-Angleterre au début du 20e siècle, portrait d'une cohorte de migrants canadiens-français, est un des volets des différents travaux que je mène avec ma collègue Danielle Gauvreau, notamment dans le cadre d'un projet de recherche intitulé Du Québec aux États-Unis, nouvelle étude sociodémographique de l'immigration canadienne-française 1850-1970, qui est financée par le CRSH et dirigée par Danielle. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'immigration canadienne-française, faites-nous signe, ça nous fera un grand plaisir de discuter avec vous. Donc, pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer un examen précis des caractéristiques des migrants, le plus près possible du moment où ils ont franchi la frontière et d'observer leur distribution régionale. Donc, nous traçons ici le portrait d'une cohorte d'hommes et de femmes d'origine canadienne-française ayant émigré en Nouvelle-Angleterre au début du 20e siècle à partir des microdonnées censitaires américaines de 1910. Donc, sans vous faire un grand topo sur le contexte de l'immigration et vous faire un bilan historiographique complet, simplement vous présenter ici le graphique qui montre la distribution décennale des 900 000 immigrants canadiens-français qui sont partis vers les États-Unis entre 1840 et 1920. Donc, notre attention aujourd'hui se concentre sur le début du 20e siècle. Donc, il s'agit d'une période bien spécifique qui, en fait, est caractérisée par un certain ralentissement du mouvement de population qui a attiré ces 900 000 Québécois vers les États-Unis, mais qui est vraiment particulier et qui, notamment sous la plume de Bruno Ramirez, a été caractérisé comme une période passablement négligée dans l'historiographie des migrations des Canadiens français par rapport à la seconde moitié du 19e siècle qui a été davantage... Oh, pardon, le curseur n'était pas au bon endroit, désolée. Alors, qui a été davantage étudié. Donc, grosso modo, la Nouvelle-Angleterre exerce un fort attrait sur les populations canadiennes-françaises. Simplement pour vous dire que la Nouvelle-Angleterre devient à majorité urbaine dès 1880, comparativement à 1920 pour l'ensemble des États-Unis et 1921 pour le Canada. Et donc, c'est une région qui s'est industrialisée et qui s'est urbanisée de manière très rapide et précoce en Amérique du Nord. Donc, nous nous intéressons ici spécifiquement aux caractéristiques des migrants qui ont franchi la frontière en 1909 et en 1910. Donc, cible ici une cohorte très spécifique. Donc, quelques mots sur les données et les approches conceptuelles que nous avons retenues. Bien, tout d'abord, vous dire que nous utilisons le recensement américain de 1910. Plus précisément, nous utilisons les comptes complets, donc ce sont les microdonnées, donc les données individuelles. Et ici, notre étude ne repose pas sur un échantillon de celle-ci, mais bien sur le compte complet, donc 100% des données de population. Et à l'instar des recensements canadiens, eh bien, les recensements américains au tournant du 20e siècle contiennent de plus en plus d'informations, de plus en plus de questions. Et donc, ça nous est possible d'étudier différentes caractéristiques de manière plus précise. Donc, les variables qui sont disponibles et que nous utilisons aujourd'hui, donc c'est l'âge, le sexe, l'état matrimonial, le lieu de naissance, on a le lieu de naissance des individus du père et de la mère, la relation au chef de ménage, donc ce sont des informations assez courantes à partir des recensements. Le recensement de 1910 contient toutefois l'année d'immigration, donc l'année de la première immigration, donc le premier passage à la frontière, ainsi qu'une information concernant la durée du mariage. Et donc, à partir de ces informations-là,
qui sont directement obtenus à partir des recensements, nous avons pu dériver 3 autres informations que sont l'âge à la migration, l'âge au mariage et l'état matrimonial au moment de la migration. Tout compte fait, cela nous permet donc d'articuler 3 dimensions de la migration que sont les attributs des migrants. Ça nous permet également de situer la migration dans le temps et de lier ces 2 caractéristiques précédentes-là avec le lieu de destination. Donc, c'est inspiré de la notion de champ migratoire qui a été développée par Bruno Ramirez et qui sert à circonscrire un espace de migration tout en l'articulant au contexte économique, social et culturel. Donc, notre cohorte, de manière plus spécifique, est constituée des individus qui, je le disais, ont migré en 1909 et en 1910, donc jusqu'au 15 avril, date de la tenue du recensement. Donc, ça l'intègre le premier quart de l'année 1910 et notre cohorte est composée de 21 845 individus, divisés grosso modo là, assez de manière équitable entre les hommes et les femmes. Donc, où s'installent les Canadiens français arrivés en 1900-1910? Donc, si on regarde la carte qui est à gauche, donc les Canadiens français qui ont migré au cours de ces 2 années-là s'installent à très court terme essentiellement au Massachusetts et au New Hampshire. Donc, le Massachusetts, c'est l'État le plus populeux de la Nouvelle-Angleterre, comporte 3,3 millions d'habitants à l'époque. Et c'est bien d'avoir en tête que le 2 tiers de l'ensemble de la population est issu de l'immigration récente ou d'enfants nés de parents immigrants. Donc, le Mass comporte des villes telles que Fall River, Lowell, Worcester ou Boston. Et en ce qui a trait au New Hampshire, les principales villes sont Manchester et Nashua. Le tableau à droite, qui montre le milieu de résidence des migrants canadiens français, montre que la plupart des migrants canadiens français s'installent en ville. Donc, la réalité à laquelle ils font face en arrivant aux États est toutefois très variée. Donc, le quart choisissent une petite ville dont la taille oscille entre 2500 et près de 10 000 habitants. Et ce sont des villes qui se comparent aux villes québécoises de Saint-Hyacinthe, Sorel, Valleyfield, Shawinigan et Chicoutimi, notamment à l'époque. C'est environ 60 des migrants qui, eux, choisissent comme destination une ville de taille moyenne ou de grande taille, comme Manchester à l'époque, qui est un pôle canadien-français très important. Il y a quand même tout près de 10 le 11,1 qui font ce que j'appelle l'aventure de la grande ville et vont à Fall River, Lowell ou Providence, et même jusqu'à Boston, qui compte déjà à l'époque, en 1910, un peu plus d'un demi-million d'habitants. Donc, ce qui est quand même considérable comparativement aux villes québécoises. Concernant l'âge à la migration, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'âge des migrants de notre cohorte? Eh bien, ils sont relativement jeunes. Le quart, si on observe le tableau qui est à gauche, donc le quart de nos migrants ont moins de 9 ans. La moitié a moins de 18 ans, les 3 quarts sont âgés de 27 ans et moins, et le 10e seulement est âgé de 43 ans et plus. Donc, on a fait l'exercice de comparer la cohorte à d'autres distributions par âge, et si on compare aux autres migrants, donc l'ensemble des migrants qui sont recensés en Nouvelle-Angleterre à la même époque, donc on constate que les migrants canadiens-français sont relativement jeunes et que la part des jeunes enfants y occupe une place particulièrement importante. La comparaison avec les populations complètes de la Nouvelle-Angleterre en 1910 et celle du Québec en 1911 suggère que la structure par âge de la cohorte est davantage proche de celle du Québec, notamment pour les 2 premiers quartiles, donc, puisque, on sait qu'au Québec, la fécondité demeure élevée encore à cette époque. Le tableau de droite, quant à lui, illustre la distribution de l'âge à la migration par période d'émigration et selon le sexe. Donc, la migration familiale et conséquemment, celle des jeunes enfants perd un peu et graduellement de l'importance au début du 20e siècle au profit des autres groupes d'âge et notamment celui des 15-29 ans. Donc, cette tendance semble débuter un petit peu plus activement chez les femmes que chez les hommes, bien que les changements vont s'opérer avec une intensité moindre que les premières. Là, dans ce tableau,
on voit 5 périodes qui sont présentées. Donc, la cohorte, on a comparé notre cohorte, donc qui est la deuxième colonne, celle de 1909-1910, avec les migrants de 1900. Donc, ça, c'est nous qui l'avons exploité à partir des données de recensement. Et les 3 dernières colonnes, eh bien, ce sont des chiffres qui sont tirés de l'ouvrage de Bruno Ramirez, qui, lui, a travaillé à partir d'une source différente que sont les border entries. Et donc, ça permet d'illustrer la tendance sur une plus longue période. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le groupe des 15-29 ans occupe une part relative de plus en plus grande au sein des migrants canadiens-français. Donc maintenant, quelques mots sur les ratios hommes-femmes, donc sur les rapports de masculinité des migrants selon le milieu et l'âge. Donc, ce que l'on observe, c'est que les ratios hommes-femmes diminuent en fonction de la taille du milieu. Donc, on y voit vraiment une tendance constante. Et c'est donc un peu plus d'un migrant sur 3 qui est âgé entre 15 et 29 ans, comme on l'a vu au tableau précédent. Et donc, ce poids, cette part relative importante des 15-29 ans va avoir une influence sur la distribution et sur les rapports de masculinité, si bien que l'on voit très bien chez les 15-29 ans cette tendance lourde d'une surreprésentation masculine en milieu rural et d'une surreprésentation féminine dans les villes, avec vraiment une tendance croissante en fonction de la taille des villes. Donc, ces jeunes femmes-là qui sont attirées essentiellement par des emplois liés à l'industrialisation, liés au textile, mais également à la demande de plus en plus croissante des demandes de services. Parfait, merci beaucoup. Donc, et les jeunes adultes bien, vont être attirés davantage par les jeunes hommes adultes vont occuper des occupations davantage de type journalier en milieu rural. Donc, jusqu'ici, grosso modo, ces tendances en matière d'âge et de sexe confirment ce que d'autres chercheurs tels que Ralph Vicero et Bruno Ramirez ont déjà illustré. Mais l'originalité de cette étude-ci s'exprime véritablement dans l'étude de l'état matrimonial à la migration et des différents réseaux. Donc, la diapo qui est ici présentée permet d'étudier ou du moins de scruter le statut matrimonial des migrants au moment de la migration. Et donc, c'est ce tableau-ci. En fait, je vais rapidement sur la manière dont on a construit les indicateurs, mais si vous avez des interrogations, vous me ferez signe par la suite. Donc, en ne retenant que les migrants qui ont 15 ans et plus au moment de franchir la frontière, parce qu'on considère que les 14 ans et moins sont tous des célibataires, on constate qu'un individu sur 2 est célibataire au moment de la migration avec une légère surreprésentation au niveau des hommes. Donc, quant à ceux qui sont mariés au moment de la migration, il y a très peu de distinction véritablement entre les hommes et les femmes. Et on constate une légère surreprésentation du côté des femmes qui se seraient mariées là, la même année ils ont migré, donc on ne peut pas départager à savoir qu'est-ce qui vient avant ou après. On sait juste que c'est arrivé à peu près au même moment. On peut également observer qu'en ce qui a trait à l'âge moyen au mariage, il y a des différences et que l'impact de la migration semble avoir être davantage accentué du côté des femmes. Je passe rapidement là-dessus également, mais j'ai plus d'informations à donner si jamais ça vous intéresse. Mais bref, du côté des femmes, il semble y avoir véritablement des mécanismes qui opèrent différemment comparativement aux hommes. Et le deuxième aspect original de l'étude de cette de migrants canadiens-français, c'est cette capacité d'étudier les réseaux de migration. Et lorsque l'on observe nos migrants, donc on voit que la majorité, donc lorsque l'on observe les graphiques qui sont présentés à gauche, la majorité sont apparentés aux chefs de ménage, mais on observe que 13,3 % des femmes et 21 % des hommes sont non apparentés. Donc, ils se retrouvent dans un ménage au sein duquel ils ne sont pas apparentés au chef de ménage et que cette part-là est surreprésentée côté des plus jeunes, donc des 15-29 ans, donc notre fameux groupe d'âge qui semble être en émergence au sein du groupe de migrants. Donc, pardon, ça correspond à 24 % des femmes et 39,2 % des hommes. Et on constate également qu'il y a des variations régionales en matière de non-apparentement chez les migrants. Donc, je passe rapidement pour me rendre jusqu'à la conclusion. Donc,
Cette étude-là jette un nouvel éclairage sur les processus migratoires canadiens-français en liant les caractéristiques des migrants au moment où ils franchissent la frontière et le lieu de leur destination. Je pense que c'est vraiment lorsqu'on s'intéresse au parcours de vie, on est vraiment dans un nouveau paradigme pour étudier ce grand phénomène. Donc, après avoir scruté les lieux d'établissement des migrants en fonction de la taille des milieux à l'échelle de la Nouvelle-Angleterre et d'illustrer la complexité, hein, c'est vraiment ça qui est le cœur ici. Ça nous permet d'aller plus en profondeur dans cette étude de ce grand phénomène-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est de mettre l'accent ou en fait de mettre l'emphase sur le fait que ce sont des nouvelles sources, des nouvelles infrastructures qui nous permettent de nous poser de nouveaux questionnements et de proposer des nouveaux angles d'approche d'un phénomène qui est connu depuis fort longtemps. Et simplement pour vous dire que la suite, donc il y a d'autres projets en parallèle de celui-ci, dont notamment l'étude de différentes cohortes à partir des différents recensements américains, ainsi qu'une étude plus poussée des phénomènes de retour au Québec, sur lequel travaille plus intensément Daniel. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Ève Harton. Donc, j'inviterai maintenant Jessica Gagnon-Sénat de l'Université de Montréal qui nous parlera de façon très à propos des épidémies dans le Québec ancien. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors, je vous parle de la consanguinité, des épidémies, de la mortalité des enfants au Québec ancien, plus précisément de 1720 à 1830. Dans le fond, c'est dans le cadre de mon mémoire, je vais vous présenter des résultats préliminaires. C'est ça, je vais commencer par discuter mon objectif, les thèmes principaux qui sont importants, mes hypothèses, les données, puis ensuite, on va pouvoir regarder les résultats préliminaires, puis voir qu'est-ce qui est à venir. Alors, l'objectif est d'évaluer l'association de la consanguinité avec la mortalité des enfants au Québec ancien. On porte une attention particulière aux épisodes de crise de mortalité qui sont dans les épidémies, qui sont les épidémies dans le fond. Par exemple, la variole, la rougeole qui affectait beaucoup justement les enfants. Le premier terme, la mortalité des enfants au Québec ancien, on sait que les taux de mortalité variaient beaucoup. On voit au 17e siècle que c'est plus bas, ça augmente au 18e siècle. Ensuite, là, mes données ne sont pas 100% à parier ici, là, mais c'est pour ça qu'on voit une petite réduction. Mais on voit justement qu'il y a beaucoup de variations et, entre autres, les épidémies vont être identifiées à l'aide des pics qu'on va voir. Justement, ici, là, le graphique, c'est des nombres de décès et non des taux. Alors, gardez ça en tête. Mais on peut identifier justement des épidémies par ces pics qu'on va voir de mortalité. Surtout les épidémies, comme je disais, de variole et de rougeole qui affectent les enfants. Et ici, c'est justement les différentes courbes. C'est la mortalité infantile, la mortalité de 1 an à 4 ans. Puis là, ensuite, on voit que c'est vraiment plus faible pour la mortalité des 5 ans à 14 ans. Les crises de mortalité deviennent de plus en plus fréquentes avec le temps, mais on doit aussi penser que à travers le temps, la population augmentait aussi, puis la diffusion de virus augmente avec la taille puis la densité d'une population. Les épidémies comme la variole et la rougeole affectent la population susceptible. Alors ça, c'est la population qui sont à risque d'infection. C'est des personnes qui n'ont jamais eu la maladie auparavant. Qu'est-ce qu'on peut garder en tête, c'est que c'est possible pour la mère qui allaite son enfant, si elle a les anticorps d'une épidémie, elle va transmettre temporairement ces anticorps-là à son bébé qu'elle allaite, mais c'est temporaire. Alors, lorsque l'enfant n'est plus allaité, dans ce cas-là, il devient 100% à risque de contracter l'épidémie.
pas qu'il n'y a aucun risque pendant qu'il est allaité, mais il y a un certain effet de protection. Ici, je vous nomme quelques épidémies populaires qui ont été étudiées auparavant, mais je veux quand même aller rapidement pour le début parce que j'aimerais ça bien vous présenter les résultats. Aussi dernièrement, pour les épidémies, la raison pourquoi je les identifie moi-même et non je regarde dans un livre puis je prends les dates qui sont dans un livre, c'est à cause qu'il y a vraiment beaucoup de conflits entre les sources. Il y a des sources qui disent que cette épidémie de variole a eu lieu de telle année à telle année, mais une autre va avoir un petit décalage. Alors là, après, dans ce cas-là, c'est quelle source qu'on utilise. Des fois, c'est les mêmes années, mais un va dire « Oh non, c'était le typhus », puis quelqu'un d'autre va dire « Oh non, c'était l'influenza ». Alors, il y a aussi cette difficulté-là. Ensuite, prochain terme, la consanguinité. Je mesure la consanguinité à l'aide du coefficient de consanguinité qui est une formule qui, justement, fait des boucles dans la généalogie et identifie à quel point une personne est reliée à une autre. Et quand on dit une personne est reliée à une autre, on veut dire la probabilité que deux allèles d'un locus donné, dans le fond, deux parties du gène dans la même location, soient pareilles dues au père et la mère ayant des ancêtres communs. Alors, je garde ça au plus simple, mais dans le fond, c'est ça. C'est que le gène que l'enfant reçoit du père et le gène que l'enfant reçoit de la mère serait le même à cause qu'ils ont un ancêtre commun. Ensuite, je parle oups, un instant. Il y a la consanguinité proche puis la consanguinité éloignée. Alors ça, c'est calculé à l'aide de GenLib, qui est un paquetage du logiciel R. La consanguinité proche que j'identifie à la consanguinité calculée en prenant en compte seulement les 3 générations ascendantes de l'individu. Alors, je vais regarder jusqu'aux arrière-grands-parents d'un individu pour voir s'il y a de la consanguinité dans cette lignée. La consanguinité éloignée, qui est très commun au Québec quand le temps avance. Justement, on voit dans le graphique la proportion de personnes nées à chaque niveau de consanguinité par année de naissance. On voit qu'il y a une augmentation dans la proportion de personnes nées qui sont considérées consanguins éloignés. Et dans le fond, cette consanguinité éloignée-là prend en compte toute l'ascendance généalogique possible qu'on peut retrouver. Alors, si un individu a 11 générations par-dessus lui, alors rendu en 1830, il est possible qu'un individu ait 10, 11 générations identifiables dans leur généalogie. Dans ce cas-là, on va prendre en compte toutes les boucles, tous les chemins possibles de consanguinité et d'ancêtres communs pour calculer le coefficient de consanguinité que par définition est 0,39% dans la littérature. Pour les hypothèses, on pense qu'il va y avoir une association positive entre la consanguinité et la mortalité. C'est ce qui est discuté dans la littérature. Plusieurs disent qu'il y a une mortalité plus forte lorsque les parents forment une union consanguine, une santé moindre des enfants consanguins à cause que il y a un plus grand nombre de gènes récessifs délétères. Alors, un gène récessif, c'est un gène s'il y a un gène dominant, ben, c'est le gène dominant qui va se refléter. Mais si tu as 2 gènes récessifs, ben là, tu peux juste montrer ton gène récessif, puis ce gène-là peut être négatif. Alors, imagine un enfant reçoit un gène qui dit qu'il peut avoir telle maladie, mais son autre parent lui donne un autre gène qui le protège contre cette maladie-là. Mais si les 2 parents forment une union consanguine,
Mais dans ce cas-là, ça se peut que les deux donnent le gène négatif à leur enfant. Puis dans ce cas-là, ça augmente le risque de contracter des maladies rares qui sont justement seulement observables lorsqu'un individu a deux gènes récessifs. Alors, à cause de cela, on pense qu'on va avoir une surmortalité pour la population consanguine. Aussi, pendant les épidémies, il y a Héloïse Gauvin, en 2016, dans sa thèse de doctorat, qui a trouvé que les individus consanguins au Québec avaient des fréquences inférieures de globules blancs. Puis ça peut réduire l'efficacité du système immunitaire qui peut rendre ces individus-là encore plus susceptibles aux infections entre autres, pendant les épidémies, il y a plus d'infections. Alors, on pense qu'il va y avoir aussi une surmortalité pour la population consanguine lors des épidémies. Juste une petite parenthèse que Gauvin, la manière qu'elle calculait la consanguinité, c'est pas exactement de la manière que moi je calcule. Elle allait génétiquement, elle regardait aux gènes directement. Alors, c'est pas exactement pareil. Mais c'est la base pour cette hypothèse. Aussi, on garde en tête qu'il pourrait avoir certains aspects qui renversent l'effet entendu de la consanguinité et de la mortalité, entre autres la proximité sociale ou familiale entre les couples formés d'individus apparentés. Ça pourrait avantager les enfants de ces couples en augmentant soit le niveau de supervision ou des soins apportés aux enfants. Alors, si tu as si tes 4 grands-parents habitent tous dans la même région, il y a peut-être plus de chances que ces enfants soient plus supervisés et pris soin. Il peut aussi avoir des gènes récessifs positifs. Ici, on parle vraiment de des gènes négatifs, mais il pourrait avoir des instances où deux gènes récessifs pourraient être positifs. Il reste 5 minutes. Ah, parfait. Bon, je vais aller rapidement. Données à RPQA, IMPQ, alors reconstitution des actes paroissiaux au Québec ancien. Ma population d'études, c'est des naissances de 1720 à 1830. Il faut avoir au moins 2 parents à parier à la base de données parce que sinon, le coefficient de consanguinité peut pas être calculé. Je prends aucun immigrant, aucun hors population, aucun Amérindien, aucun jumeau qui affecte aussi la mortalité. Je fais des hypothèses que si l'individu est marié ou est présent dans un acte plus avancé que 7 ans, ici j'utilise 7 ans parce que pour mon mémoire, j'évalue jusqu'à 7 ans, mais pour l'accord de la présentation, je vais juste regarder la mortalité infantile. Alors, s'il est mentionné comme présent ou vivant dans un acte paroissial, puis je n'ai pas d'acte de décès, mais je vais les considérer comme ayant survécu à l'enfance. Puis la manière que j'établis la région de l'individu est basée, et la région de naissance si l'individu est censuré, et la région de décès si l'individu décède. Alors, je regarde juste ces 3 variables. Ben, la variable de la consanguinité, la variable de l'épidémie, qui est une variable qui change dans le temps. Dans le fond, dès que l'individu rentre dans une épidémie, il rentre sur cette ligne-ci et on évalue sa mortalité pendant l'épidémie. Et dès que l'épidémie termine, il remonte sur l'autre ligne parce qu'il ne vit plus d'épidémie. J'évalue l'interaction. Ici, j'avais essayé un indicateur de la profondeur généalogique, le nombre d'arrière-grands-parents identifiés, parce que je voulais voir si l'enracinement dans la colonie avait un impact, mais ça ne changeait pas les effets, alors je ne les montre pas dans ma présentation. J'utilise un modèle de Cox stratifié par région, période, urbain, rural et sexe, qui assure un risque de base distinct par catégorie de variables. Puis, je sépare mon modèle en plusieurs groupes pour satisfaire l'hypothèse de proportionnalité nécessaire pour le modèle de Cox. Alors, premièrement, ici, on voit que dans le premier modèle, on a juste la consanguinité. Dans le deuxième modèle, on a juste les épidémies. Et le troisième modèle rejoint les deux, où on voit que les rapports de risque ne changent pas vraiment. Ici, on voit que l'ordre
du rapport de risque pour la consanguinité et pour l'épidémie sont quasiment identiques. Puis ici, le quatrième modèle, on ne le regarde pas pour l'instant parce que c'est le modèle qui ajoute l'interaction. Puis l'interaction n'est pas significative, alors je regarde le modèle 3. Si on regarde le modèle 3 et on le compare au modèle 3 de 1 semaine à 1 mois, alors ça, c'était vraiment la mortalité néonatale précoce. Si je regarde juste la mortalité néonatale, ici, on voit qu'il y a une certaine réduction du rapport de risque, mais une augmentation du rapport de risque pour les épidémies. Alors ça va dans le même ordre que la recherche qui dit que la mortalité exogène augmente avec le temps parce que la mortalité endogène est surtout importante au jeune âge. Ensuite, de 1 mois à 3 mois, on voit qu'il y a une augmentation, on voit une certaine augmentation de la consanguinité, mais quand même à un niveau faible. Ça ressemble beaucoup au coefficient qu'on voyait, au plus jeune âge. Et que les épidémies, la mortalité exogène continue d'augmenter dans le temps. Alors, 19 25 et ici, il y a une certaine réduction de la mortalité endogène. Ici, c'est le modèle qui nous cause problème un peu parce que la mortalité endogène semble réaugmenter. La mortalité exogène continue d'augmenter, qui est entendu, mais ici, on a de la difficulté à bien comprendre et on voit aussi un effet d'interaction qui réduit la mortalité, qui montre un effet de la mortalité un peu, la surmortalité moins importante durant les épidémies pour les consanguins, qu'on n'est pas sûr ce serait quoi. Alors, dans le fond, on continue les recherches. Il y a certaines limites à la recherche, que ce soit la définition des épidémies qui est une identification graphique, que ce soit le fait que les variables indépendantes, pas toutes les variables indépendantes souhaitées qu'on sait qui affectent la mortalité infantile est dans le modèle. On a de la stratification qui fait en sorte qu'on ne voit pas l'effet des variables stratifiées. Puis, on a encore beaucoup de plans pour le futur, pour le mémoire, pour justement essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans ce modèle avec la mortalité endogène qui augmente à nouveau. Et voilà. Merci beaucoup, Jessica Gagnon-Sénat, pour cette présentation. Et j'invite maintenant peut-être Jessica à arrêter le partage d'écran pour permettre à notre prochaine présentatrice, Madame Katiane Dupuis de l'Université de Montréal, qui nous parlera de la mortalité chez les esclaves du Québec ancien. Oui, bonjour tout le monde. Fait que oui, aujourd'hui, je vais vous parler de mes recherches que j'ai faites à la maîtrise, ayant pour titre « Études comparées de la mortalité des esclaves noirs et des esclaves autochtones au Québec ancien ». Donc, tout d'abord, je vais faire un petit survol de comment je suis arrivée à ce sujet. En fait, j'ai fait une majeure en histoire et une mineure en démographie. Puis, au travers de ces deux programmes, on a seulement survolé la question de l'esclavage. On n'en a pas vraiment parlé. Puis, c'est dans le cadre du cours Histoire des populations avec Leslie Adeline, on en a parlé un petit peu plus davantage. Puis, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, à savoir c'est qui ces esclaves-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ici, à quel point il y en avait, dans quelle famille ils vivaient. Donc, beaucoup de questionnements qu'on ne peut pas vraiment répondre pour l'instant avec les études. Pour ce qui est des données, j'ai utilisé le Dictionnaire des esclaves et leurs propriétaires au Canada français qui a été publié en 1990 par Marcel Trudel. Marcel Trudel, c'est vraiment le pionnier de l'histoire de l'esclavage. C'est lui qui va vraiment mettre en place vraiment cette histoire-là en premier. Les informations du dictionnaire sont seulement disponibles dans un livre ou en format PDF.
Et ça a été numérisé par Claude Zossart à l'Université de Georgia en 2019, si je ne me trompe pas. Mais l'algorithme utilisé pour faire la reconnaissance des caractères optiques n'était pas parfaite pour ce type de données-là. Marcel Trudel étant un historien, les informations sont très qualitatives. Donc, il y avait beaucoup d'erreurs que je devais corriger en tant qu'auxiliaire, assistante de recherche au PRDH. Puis c'est en faisant ces corrections-là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes pour faire une étude démographique sur le sujet. En faisant les corrections, j'ai ajouté beaucoup d'informations provenant du RPQA puis provenant de d'autres recherches qui ont été faites sur le sujet. Et j'ai créé la base de données sur la population esclave du Québec ancien, donc la BDPEQA. Et avec ça, j'ai pu créer et améliorer plusieurs variables importantes là, pour faire une étude démographique sur la mortalité des esclaves. Ma problématique de recherche est basée sur ce qu'on connaît déjà de la mortalité des esclaves. En fait, c'est seulement Marcel Trudel qui a fait une petite étude statistique sur le sujet. Il a dit que les esclaves autochtones décédaient en moyenne à 17,7 ans. Puis, les esclaves noirs décédaient en moyenne à 25,9 ans. Il ne va pas expliquer les chiffres beaucoup plus loin que ça. En fait, ce qu'il va dire, c'est que les Autochtones vont décéder beaucoup plus jeunes que les Noirs parce qu'ils sont plus atteints par les épidémies. Puis, les Noirs ont vraiment moins de risque de décès face aux épidémies que les Autochtones. C'est pour ça qu'il y a un âge au décès aussi bas. Et je voulais savoir, en fait, si on prend en compte les vies partielles, donc la censure, dans les calculs de mortalité, si on peut avoir une meilleure estimation de cette mortalité-là. Parce que, encore une fois, en faisant la base de données, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup d'informations sur l'âge, mais pas sur les décès. Donc, souvent, on allait avoir une vie partielle. Un esclave pouvait se faire, par exemple, baptiser, et on savait qu'il se faisait baptiser à 30 ans, mais on ne sait pas quand il décède, mais on sait qu'il a vécu au moins jusqu'à ce moment-là. Donc, si on prend en compte ces vies-là, est-ce qu'il y a une meilleure estimation de la mortalité? Donc, l'objectif de mon mémoire, c'était de voir l'intersection du genre et de l'ethnie dans la mortalité des esclaves du Québec ancien. J'ai pris en compte le genre parce que dans la revue de littérature, on se rend compte que les hommes et les femmes vont faire des emplois, ils vont faire des travaux vraiment différents. Les femmes ont plus tendance à travailler comme domestiques dans les foyers. Donc, il y aurait une certaine protection à ce moment-là de l'esclavage, des conditions de vie de l'esclave. Puis les hommes ont plus tendance à travailler sur les terres en tant que laboureurs ou travailler dans l'attrait de fourrure comme canotier ou autre, là, qui va venir vraiment impacter un peu plus la mortalité à ce moment-là. Et je voulais voir s'il y avait d'autres variables externes qui pourraient influencer cette mortalité. Donc, j'ai pris en compte les zones de résidence, les périodes et les épidémies aussi pour évaluer l'hypothèse de Trudel. Donc, bref présentation de ma population. J'ai en tout 4143 individus et je vous ai présenté ma population selon le genre et l'ethnie. Ici, on peut voir les individus avec un âge au décès, donc qui ont vécu l'événement, et mes individus qui ont seulement une mention de l'âge, mais pas à son décès et qu'on n'a pas de date de décès. Ce qu'on peut voir ici à la dernière ligne, c'est que j'ai 42% de ma population homme autochtone qui va être censurée, qui va vivre la censure, 32% des femmes autochtones. Et ce qu'on remarque, c'est que les esclaves noirs vont avoir une très grande censure. Donc, seulement 52% de ma population est censurée des hommes autochtones et 51% des femmes autochtones. La méthode utilisée, j'ai utilisé l'approche biographique. J'ai utilisé les personnes années aussi pour faire mes analyses descriptives pour prendre en compte cette censure-là. Donc, l'individu va participer à mon calcul jusqu'à leur âge à la dernière mention. Ensuite, j'ai utilisé un âge médian aussi pour avoir une meilleure évaluation de leur mortalité. J'ai fait des courbes de survie de Kaplan-Meier et une régression de Cox. Par exemple, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer ma régression de Cox et je vais vous présenter seulement 2 courbes de Kaplan-Meier. Donc, tout d'abord, étude de la mortalité en tant que telle. On retrouve ce que Trudel a dit, donc 17,7 ans pour les Autochtones et 25,2 ans pour les Noirs. J'ai aussi calculé un âge moyen pour voir, parce que j'ai ajusté les âges avec les informations dans l'RPQA. Donc, on peut voir que les Autochtones vont quand même décéder à peu près aux mêmes âges. Les Noirs, il y a une certaine
augmentation, mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est l'âge selon le sexe. Pour les Autochtones, on voit que vraiment, c'est les hommes autochtones qui vont tirer la moyenne d'âge au décès vers le bas. Donc, 14 ans pour les hommes autochtones et 19,9 ans pour les femmes, ce qui est vraiment très jeune. Ensuite, pour les Noirs, ça reste relativement le même si c'est une femme ou un homme. Donc, 27 ans pour les hommes autochtones et 26,6 ans pour les femmes noires. Et ensuite, mon âge médian, ça reste relativement la même chose pour, mon âge médian pondéré avec les personnes âgées reste relativement la même chose pour les Autochtones, mais pour les Noirs, on voit une très grande augmentation. Fait qu'on voit que quand on prend en compte ce 50%-là de la population qui est censurée, il y a une grande augmentation de l'âge médian au décès. Ensuite, ici, j'ai fait une courbe de survie selon le genre et l'ethnie. Ce qu'on peut voir, c'est que les Noirs vont avoir beaucoup plus de mortalité infantile. Et après, c'est les hommes noirs qui vont avoir un avantage de survie sur les femmes noires. Et la courbe reste quand même assez stable dans le temps. Ensuite, pour les Autochtones, on voit vraiment une chute drastique là, dès 10 ans. Et c'est les hommes autochtones qui vont toujours avoir le plus de risques de décès. Puis on voit qu'après 40 ans, là, il me reste vraiment peu de population, là, donc peu d'Autochtones vont vivre jusqu'à 40 ans. Ensuite, j'ai fait une courbe de survie selon l'exposition aux épidémies. Donc, j'ai regardé s'il est décédé pendant une année d'épidémie ou hors d'une année d'épidémie. Ce qu'on observe pour les Autochtones, c'est qu'au bas âge, il ne va pas vraiment avoir un grand effet dû aux épidémies. C'est seulement à partir de 20 ans qu'il va avoir un plus grand impact. Tandis que pour les Noirs, il y a beaucoup plus de risques de décès à 0 ans. Et ensuite, la courbe va rattraper, mais on voit que je n'ai pas assez d'informations sur les esclaves noirs pour vraiment tirer des conclusions là, sur ces courbes de survie-là. Donc, mon Dieu, j'ai parlé vraiment vite. Bref, discussion de mes résultats. Avec ma régression de Cox, j'avais séparé ma population en deux, donc les esclaves avant 10 ans et les esclaves entre 10 et 40 ans. Puis ce qu'on pouvait voir, c'est que l'influence de l'ethnie va être vraiment beaucoup plus importante après 10 ans. Donc, entre 10 et 40 ans, les Noirs ont 75% moins de risques de décès que les Autochtones, ce qui est quand même assez impressionnant. Ensuite, le genre va avoir un impact pour va avoir un plus grand impact pour les Autochtones et pas d'impact statistiquement significatif pour les Noirs. J'ai regardé aussi les zones de résidence, mais il n'y avait pas vraiment de tendance claire au travers des âges ou des années. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les esclaves en milieu rural, donc c'était difficile de faire une comparaison entre urbain-rural comme on peut observer souvent dans les études pour les Canadiens français. On peut regarder aussi selon les villes de résidence, ce que j'avais fait donc, pour la ville de Québec versus tout le reste, les autres paroisses qu'on a recensées des esclaves. Et il y avait un certain avantage de vivre à Québec, mais il y a aussi d'autres limites là, qui peuvent venir influencer ce résultat-là, dont le fait qu'on recense plus d'esclaves à Québec parce qu'à Québec, on a les registres des malades, tandis qu'à Montréal, l'hôpital a brûlé 3 fois, donc il y a beaucoup de papiers qui ont brûlé là et on retrouve donc moins d'esclaves. Et il y a plus de recensements nominatifs à Québec qu'à Montréal pendant qu'il y avait plus d'esclaves, donc on en recense plus à Québec aussi à cause de ça. Puis, je n'ai pas pu analyser malheureusement les propriétaires, donc le milieu de vie de l'esclave, parce qu'il y avait un trop grand manque de données. On ne connaît pas tout le temps le propriétaire de l'esclave, mais je peux vous dire, c'est ça, les propriétaires étaient âgés en moyenne de 45 ans, donc c'est quand même intéressant de faire la différence avec l'âge au décès des esclaves. Ensuite, les esclaves noirs, ils arrivent à un âge ils arrivent plus âgés sur le territoire. Ils vont souvent arriver à l'âge adulte, ce qui pourrait expliquer cet âge médian au décès beaucoup plus élevé parce qu'ils ont survécu à l'enfance. Donc, quand ils arrivent ici, ils sont plus âgés, donc ils décèdent plus âgés. Les Autochtones vont arriver beaucoup plus jeunes. Puis, ce qu'on trouve aussi dans la littérature, c'est qu'ils vont faire des travaux beaucoup plus difficiles. On pourrait peut-être observer une certaine
protection des esclaves noirs parce qu'ils sont considérés comme un bien de luxe, parce qu'ils se vendent à peu près 2 fois plus cher qu'un esclave autochtone. Fait que c'est plus... c'est ça, il y a une certaine protection qui pourrait s'observer là, mais reste que c'est des personnes asservies et qui n'ont pas nécessairement des bonnes conditions de vie. Et justement, les conditions de vie qu'on retrouve dans les archives, on retrouve des meurtres d'esclaves, on retrouve des abus physiques et des abus sexuels, particulièrement pour les femmes esclaves, car elles sont en proximité du propriétaire parce qu'elles sont domestiques et donc elles sont plus à risque de vivre ces abus-là. Ensuite, il y a eu de la torture sur le territoire pendant la capture et pendant le transport. Ça a été recensé dans quelques cas que des esclaves se sont fait battre. La capture et le transport aussi, c'est pas quelque chose qui se passe très bien. Là, il y a beaucoup de torture qui va se passer entre pour pas qu'ils fuient. Il y a une mauvaise qualité de nourriture et de vêtements. Souvent, le propriétaire va garder la bonne nourriture pour lui et donner la nourriture avariée à leurs esclaves. Ils n'ont pas non plus... c'est pas tous comme ça, mais on a recensé que certains n'avaient pas de lit ni de literie. Ce qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas une bonne qualité de sommeil et qui étaient beaucoup plus vulnérables aux blessures et aux maladies parce qu'ils ne pouvaient pas se remettre de ces blessures et de ces maladies-là. Il y a plusieurs esclaves aussi qui dormaient sur le plancher de la cuisine ou même à l'extérieur de la maison, fait vraiment à risque des intempéries. Pour la suite de la recherche, j'ai commencé un doctorat à l'hiver 2021 en histoire pour essayer d'avoir plus d'informations sur ce quotidien-là, donc sur le quotidien, les conditions de vie des esclaves au Québec ancien. Puis je veux vraiment retourner dans les archives pour essayer de trouver plus d'esclaves. Comme j'ai dit tantôt, on en recense 4143. Et je suis persuadée qu'il y en a eu plus. J'en ai déjà trouvé depuis que j'ai commencé mon doctorat. Donc, c'est essayer de renflouer ma base de données pour avoir plus d'informations. Essayer de trouver aussi pourquoi il y a autant de censure, pourquoi il manque autant d'actes de décès sur les esclaves noirs et les esclaves autochtones. Et je veux aussi surtout montrer que l'esclavage au Québec ancien, ce n'était pas un esclavage doux, comme on peut souvent l'entendre. Souvent, les historiens vont parler d'un esclavage vraiment moins pire que ce qui est vu aux États-Unis, puis comme quoi ici, il était bien traité parce qu'il était des domestiques. Mais en fait, il ne faisait pas seulement servir le café dans les maisons, là, il faisait vraiment tous les emplois plus difficiles autour de la maisonnée. Souvent, le propriétaire peut vivre à Montréal, avoir sa maison là, mais aussi avoir une ferme à l'extérieur de Montréal, et c'est là que l'esclave allait travailler. Fait que même s'il vivait à Montréal et qu'il pouvait avoir l'air d'un domestique, mais il travaillait sur la ferme. Ensuite, un petit lien avec la démographie, je vais continuer ma base de données pour essayer d'avoir beaucoup plus d'informations sur les esclaves et en espérant que d'autres personnes vont pouvoir utiliser cette base de données-là pour faire d'autres études démographiques sur la mortalité des esclaves ou autres. Voilà. Merci beaucoup, Katiane Dupuis, pour cette présentation très, très importante. Alors, voilà, je crois qu'on est rendu au point d'ouvrir les questions pour les trois présentatrices. Donc, je vous invite soit à lever votre main ou dans le chat. Oui, Lisa Denon. Oui. Bonjour à Marie-Ève et Daniel, merci de votre communication. J'ai une curiosité des individus qui, certaines se sont mariées avant la migration et certaines, vous avez identifié, ils sont mariés la même année de l'immigration. Et le premier groupe, let's see, s'ils se marient en avance, c'était 21,8 et la même année, c'est 23,5. Donc, est-ce que ça m'a fait penser à la fameuse débat en démographie historique du lien entre la migration et le mariage et si ça peut créer une biais pour les stayers. But anyways, est-ce que vous pensez que les deux groupes sont très différents ou c'est par hasard que certaines se marient plutôt avant de migrer et certaines se marient en même temps? En fait, on ne croit pas que c'est par hasard parce que Sherry Olson et Pat Thornton, dans leur ouvrage sur Montréal, ont montré une tendance similaire, c'est-à-dire que les Canadiennes françaises qui provenaient des milieux ruraux
en 1891, je pense, avait également un âge moyen au mariage plus bas. Donc, effectivement, c'est tout dans comme je le disais, dans cette articulation-là du parcours de vie et de ce projet migratoire-là, ça semble être plus important lorsque le mariage a lieu avant. Et une fois que les femmes ont migré comme célibataires et lorsqu'elles se marient de manière plus proche avec le mariage, lorsqu'elles se marient de manière plus intensément liée à la migration, là, on observe un âge au mariage qui correspond grosso modo à la moyenne de l'époque. Dans le tableau que j'ai montré, c'était à peu près un peu plus de 23 ans, alors que la moyenne en 1911, elle est autour de 24 ans, là, selon les données de Christian Pugliese. Donc, effectivement, je ne pense pas que ça relève du hasard parce que, comme je le disais, Sherry Olson et Pat Thornton ont observé le même phénomène. C'est sûr qu'il faudrait creuser davantage pour comprendre effectivement qu'est-ce qui fait que ces femmes-là, c'est quand même presque 2 ans, 2 ans de moins en termes d'âge au mariage. Donc, qu'est-ce qui fait que ces jeunes femmes-là mariées migraient par la suite? Donc, c'est encore à creuser, mais je ne crois pas, pour répondre brièvement, là, que ce soit le fruit du hasard. OK. Merci. D'autres questions? Commentaires? Oui, Nadine Ouellette. Oh, on ne t'entend pas, Nadine. Pardon. Erreur de débutante. Donc, ma question s'adresse à Katiane. Donc, d'abord, merci beaucoup d'avoir passé autant de temps à travailler sur un sujet qui n'est pas facile, hein? Un sujet qu'on pourrait qualifier de dur, mais qui mérite vraiment notre attention. Peut-être commencer avec une petite clarification. L'âge moyen au décès, quand tu l'intitules ainsi, est-ce que tu parles de l'espérance de vie à la naissance ou c'est vraiment un âge moyen au décès calculé à partir des âges au décès dans la population réelle de chaque groupe d'esclaves sans tenir compte des différences relatives à la structure par âge? Oui, c'est ça. C'était vraiment un âge moyen au décès pour que je puisse faire une comparaison aussi avec Trudel. Puis aussi, les données qu'on a présentement ne m'ont pas permis de faire d'études beaucoup plus poussées sur ça, autre que ce que j'ai présenté. Parce qu'en calculant les années vécues, parce que c'est ça, quand tu nous as dit que tu travailles avec aussi les modèles de survie, donc tu tiens compte du temps de présence des esclaves et tu tiens compte du fait de l'âge auquel ils arrivent aussi sur le territoire à titre d'esclaves. À mon avis, ça te permettrait d'avoir une autre métrique qui est peut-être plus facile à comparer entre des groupes qui affichent des pyramides des âges qui pourraient être différentes. Les unes des autres. D'après ce que j'ai compris, c'est le cas. Là. La structure par âge est varie d'un groupe à l'autre. Donc, je serais intéressée à voir ces chiffres-là aussi. L'autre chose que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as eu le temps de regarder dans d'autres populations où il y a des études qui ont été faites sur les populations esclaves et de regarder, tu dis que les conditions au Québec étaient vraiment pas douce, là. Contrairement à ce que peut-être ce qui était peut-être véhiculé à travers d'autres études. Est-ce que tu as pu regarder en termes de durée de vie ou les courbes de survie? Est-ce qu'il y a des études qui produisent ces courbes de survie pour d'autres populations ailleurs dans le monde, par exemple aux États-Unis? Et qu'est-ce que tu en tires? Oui, mais en fait, je ne voulais pas trop comparer avec les États-Unis, avec les plantations, parce que souvent, c'est ça qui a été fait. Puis, ils vont aller dire que l'esclavage ici n'était pas grave, mais c'est juste deux situations qui ne se comparent pas vraiment. Fait que j'ai essayé de faire des comparaisons, surtout avec la Nouvelle-Angleterre, que là, on va retrouver un peu plus le même type d'esclavage. Mais il n'y a pas eu d'études qui se comparent à la mienne, fait que je n'ai pas pu faire vraiment de comparaison entre les deux, mais c'est ce que je compte essayer d'aller découvrir un peu plus aussi avec mon doctorat. Merci beaucoup, Katiane. Bonne suite. Merci. Oui, Marc Tremblay. Oui. J'en ai une question pour Marie-Ève. Merci pour ta présentation, c'était bien intéressant. J'imagine que, je pense que tu n'en as pas parlé, mais j'imagine que tu y as déjà pensé de
jumeler vos données sur les migrants avec le fichier de population qui s'appelle BALZAC, que tu connais un peu, pour notamment faire le lien avec les lieux d'origine précis des migrants et aussi leur niveau d'apparentement. C'est intéressant de vérifier à quel point les migrants sont apparentés entre eux, ceux qui se dirigent vers telle ou telle destination ou pas. Bon, je suis sûr que tu y as déjà pensé, mais je voulais savoir, avez-vous déjà commencé ce procédé de jumelage-là, puis d'étude des origines? Oui. En fait, deux volets à ma réponse. Oui, ça a déjà été entamé dans le cadre de mon postdoctorat. Dans le fond, mon terrain d'études doctorales, c'était la ville de Manchester, très spécifiquement. Alors, ces données-là ont déjà été jumelées à Balzac. Et pour te donner une idée, donc c'était le quart seulement de la population qui a pu être jumelée, qui n'avait aucun individu apparenté au sein de la même ville. Et il y en a même qui, au premier et au deuxième degré, avaient jusqu'à 24 apparentés au sein de la ville. Donc, clairement, il y a, bon, on le sait que la migration familiale est importante, l'apparentement, donc oui. Et dans le cadre du projet avec Daniel, on est en train justement de mener des opérations de jumelage, mais à plus grande échelle. On s'est récemment intéressé à l'immigration canadienne-française, mais dans l'ouest des États-Unis. Dans ce cas-ci, c'était la Nouvelle-Angleterre, mais c'est un terrain qui a été quand même abondamment analysé. Et là, on a tenté d'élargir et d'étudier les Canadiens français dans l'Ouest. Et on mène présentement des opérations de jumelage à l'échelle des États-Unis complets. Donc, on est dans le processus, on est même en train d'évaluer même la méthode parce que c'est un défi méthodologique de grande ampleur de travailler avec les camps complets, d'en arriver à avoir des échantillons qui soient représentatifs. Mais donc, on travaille très, très intensément là-dessus. Zach, c'est une excellente idée. Il y a d'autres sources également à partir desquelles on pourrait également travailler. J'ai mentionné rapidement les border entries à partir desquels Bruno Ramirez avait notamment travaillé. Bruno Ramirez a gentiment accepté de partager avec nous son fichier. Donc, on est en train justement de tenter de maximiser les sources de données et de les coupler entre elles pour avoir un meilleur portrait justement de la situation. Alors, voilà. Merci. Y a-t-il peut-être le temps pour une autre question? Oui, Lisa Délène. Oh. S'il y a une autre personne, va avant moi parce que j'avais un commentaire pour Jessica, mais je ne peux pas. Okay. Hélène Vizina. Je pense qu'on peut prendre 2 questions. Là. on va s'étendre un peu. On n'entend pas. Oui. Excusez. J'aurais une question rapide. Merci, Lisa. Et c'est aussi à Jessica. Alors, on va pouvoir. Bon, c'est toujours la même chose. Hein, les présentations, ça va vite. Alors, désolée si ma question, la réponse a été donnée et que ça m'a échappé. Vous avez un sujet intéressant, audacieux. Ce ne sera pas facile à démontrer, mais c'est clair que c'est toujours intéressant de jouer avec ce genre de données pour tenter de vérifier des hypothèses comme ça. J'ai une question très précise. Pourquoi faire la distinction entre l'apparentement proche et l'apparentement éloigné? Je n'ai pas tout à fait compris non plus la définition que vous en donnez. C'est pour ça que je dis peut-être que la réponse est là, mais en bout de ligne, je dis l'apparentement, la consanguinité ou l'apparentement des parents, mais la consanguinité, en bout de ligne, c'est une probabilité. Donc, dans ma compréhension, peu importe qu'elle soit proche ou éloignée, c'est le risque ou la probabilité que vous calculez là, avec la mesure du coefficient de consanguinité. Dans le fond, la différence entre les deux, la consanguinité proche est calculée avec juste 3 générations ascendantes. Alors, on va jusqu'aux arrière-grands-parents et on évalue c'est quoi la probabilité d'avoir 2 gènes identiques. Éloigné, ça prend en compte toutes les générations ascendantes de la généalogie. Pourquoi distinguer les deux? La consanguinité proche fait en sorte que la longueur, on va dire la longueur des gènes identiques sera plus longue entre la mère et le père. Okay. Consanguinité éloignée, à force d'avoir plein de méioses, à force d'avoir plein de divisions et dans les générations, ces longueurs-là seront beaucoup plus courtes, qui fait en sorte que la littérature
dit que les deux n'auraient pas nécessairement le même risque d'avoir des maladies infectieuses ou certains autres, pas maladies infectieuses, maladies récessives, que ceux que les longueurs des gènes identiques seront plus courts. Donc, c'était la différence avec l'article de Gauvin qui expliquait la différence des fréquences. Elle calculait directement la génétique, elle calculait la longueur de ces gènes identiques-là. Des segments partagés, OK. Exact. OK, merci beaucoup. Merci. Lisa, je ne sais pas si tu veux faire ton commentaire rapidement. Well, on a, Jessica et Alain et moi, on a fait une discussion de un possible impact de les apparentés représentés par la consanguinité, les membres de la famille avec de consanguinité proche vont partager des arrière-grands-parents et ce n'était pas significant. Il n'y avait pas un résultat significant quand vous avez contrôlé pour le nombre de, au moins nombre de grands-parents qui sont présents et dans la base de données. Mais de toute façon, ça peut, je m'intéresse toujours à cette question parce que même si les arrière-grands-parents peuvent sembler un peu loin, il y a quand même un réseau, à cause de leur apparentement, c'est les tantes et les oncles et les cousins, le bassin va être beaucoup plus proche que une jeune qui n'a pas de consanguinité proche dans leur... Anyway, c'est juste un commentaire qui concerne cette possibilité. C'est tout. Merci, merci beaucoup à tous les participants, participantes, les présentatrices surtout. C'est très intéressant. Ça conclut en fait le colloque 2021 de l'ADQ. Et la seule petite activité restante, c'est un cathasis pour ceux qui sont intéressés. J'ai mis les détails dans le chat et il y a un courriel également là, qui vient d'être envoyé par Julien Naveau. Alors, merci beaucoup à tout le monde et on se voit ce soir ou bien à l'an prochain. Merci.